Ami Orchamps, bonjour. Alors, comme vous le voyez, nous sommes encore en plein confinement, le deuxième, mais ça ne nous empêche pas de continuer notre activité et donc d'avoir aujourd'hui à notre table un invité de marque, si je puis dire, parce que donc il fait un métier qui nous intéresse vraiment et qui est dans l'air du temps dans la production audiovisuelle. C'est-à-dire, c'est une personne qui travaille sur des effets spéciaux. Salut, je m'appelle Diego, je suis producteur d'effets spéciaux. Enfin, c'est le terme un peu, le terme cool pour le dire, mais en gros, je suis chargé de production, je suis chargé de projet en fait pour des films d'animation et des projets d'effets spéciaux. Voilà. Du coup, je travaille essentiellement sur de la pub, des cinématiques de jeux vidéo, des longs métrages, des publicités de shampoing, et je fais aussi du long métrage quand les bonnes occasions se présentent, en gros. Évidemment, une des premières questions que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que cette année, genre ça n'a pas été difficile avec le Covid, déjà de continuer à travailler, mais surtout de continuer à travailler sur des projets intéressants, notamment dans le cinéma, vu qu'on sait que toutes les salles sont fermées, que la plupart des films français ont été reportés, d'ailleurs pas que les Français. Donc, quel a été un peu ton ressenti sur la période de presque un an qui s'est écoulée? Au fait, début d'année était assez compliqué parce que en septembre dernier, j'ai décidé de quitter mon ancienne boîte. Bon, sachant que je suis intermittent, donc je fais un peu ce que je veux, et c'est un peu normal de partir et de revenir dans des sociétés. Simplement, j'avais refusé pas mal de projets pour travailler le lendemain du confinement sur un CDD de 4 mois dans une agence de publicité pour le département L'Oréal. Et en fait, du coup, il y a eu le confinement entre-temps, donc tout est tombé à l'eau, les budgets pubs ont été revus à la baisse, etc. Sachant que ça n'a pas duré parce que ça a plus fait flipper qu'autre chose, mais quand on est sorti du confinement, je sais qu'il y a eu beaucoup de tournages à Paris, que ça s'est plutôt bien passé. Moi, j'ai retrouvé du travail après les vacances d'été, donc vers septembre, octobre. Et voilà, maintenant je suis dans une société qui fait des cinématiques de jeux vidéo, qui a déjà travaillé pour Netflix, etc. Et je suis chez eux pour un contrat plus ou moins longue durée, vu que c'est des films à plus long terme. Mais je sais que moi, des amis qui sont dans l'audiovisuel de manière générale, ils ont vécu une grosse période à vide, surtout de ce qui est de tournage, parce que justement, c'était plutôt ça qui était impacté. Et quand même, là, le mois avant le confinement, on s'est retrouvé à Paris avec, je crois, une trentaine de longs métrages qui étaient tournés en simultané dans Paris, Ah parce oui, que les gens voulaient pas se écarter trop loin. Et en fait, il y avait une pénurie de matériel parce qu'il y avait trop de longs métrages qui étaient tournés pendant cette période. Parce que les gens s'attendaient au second confinement, etc. Du coup, ça a pas mal envoyé en fin d'année, j'ai l'impression. Après, moi, dans notre point de vue, en post-prod et en 3D, ça a plutôt été l'inverse, parce que du coup, tous les budgets pubs, les grosses communications, etc., qui pouvaient et devaient continuer, ont été faits sur des formats plutôt 3D, plutôt effets spéciaux, etc. Donc on s'y est retrouvé plutôt bien de notre côté. Voilà. si tu peux juste nommer ton entreprise actuelle, comme ça, je mets une petite image et tout. Je travaille chez Image, qui est une société qui a commencé, qui a été représentée par une société de production qui s'appelle Quad. C'était la partie qui s'appelle, une sous-partie qui s'appelle Wiz pour la publicité. Et c'est devenu une société indépendante il y a ça un peu plus de 5-6 ans, je crois. Je suis pas très sûr. Et ils ont commencé à faire des trailers de jeux vidéo. Ils ont commencé en faisant des pubs Oasis, des trucs qui sont assez classiques dans le monde de la 3D à Paris. Et ils ont vite enchaîné sur des trailers de jeux vidéo. Ça a marché et depuis ils continuent. Et maintenant, c'est des références du trailer de jeux vidéo. Ouais, j'ai Ils même ont, vu ils qu'ils ont travaillé avec Disney. Ouais, exactement. Ils ont fait une pub pour eux. Bon, après, le client, c'était un client parisien. D'accord, ouais. D'ailleurs, j'étais en compétition sur cette pub dans une autre boîte avant. Ils me l'ont pris. Mais ouais, ils ont fait pas mal de pubs. Maintenant, ils ont plutôt arrêté la pub parce que enfin, c'est moins rentable. Pas le terme, c'est juste que la quantité de travail est tout autre quand tu fais une publicité pour un cinématique de jeu vidéo de 2 minutes. Ça représente plusieurs mois de travail alors qu'une publicité, t'es plus sur 3 semaines, un mois, quoi. Ok, J'exagère, hein, mais effectivement, ouais. c'est beaucoup plus condensé, tu gagnes forcément du coup moins d'argent, et c'est moins intéressant au long terme puisque tes clients, en fait, c'est plus une agence parisienne qui est en contact avec un client ou un client national qui doit faire ses validations avec des clients internationaux, ce qui est très chiant. Là, tu es en direct avec ton créateur de jeux vidéo, etc. Et c'est beaucoup plus sympa, je pense, pour travailler. Et les projets sont plus stylés, surtout. Du coup, vu que tu baignes là-dedans, c'est quoi pour toi aujourd'hui le film qui t'a vraiment ébloui par ses effets spéciaux? En gros, la vitrine technologique actuelle. Genre, c'est quoi qui a pour toi ce qui a poussé les standards, tu vois, au maximum pour l'instant? On va dire sur lequel après les autres vont essayer de. Le truc c'est marrant, c'est que quand tu regardes la fin des films d'effets spéciaux, tu as toujours une boîte qui lead le projet, qui est souvent MPC, ILM ou Weta, qui sont les trois plus grosses sociétés, donc deux américaines et une néo-zélandaise.
Et c'est souvent eux qui lead, et derrière, en fait, ils sous-traitent les projets à d'autres boîtes. Ce qui est assez intéressant, mais sauf qu'il y a des projets qui sont plus ou moins bien faits. Et en vrai, moi, ceux qui marchent le plus aujourd'hui, le standard en tout cas en termes d'effets spéciaux, ça a été Rogue One. C'était un peu la claque récente, non, parce que c'est quand même sorti il y a quelques années, mais parce que le réalisateur était un ancien superviseur d'effets spéciaux, et que dans la façon dont il a créé les effets spéciaux, il les a fait de manière à ce que ça soit cool et pas contraint à fonctionner dans l'idée d'un réalisateur qui faisait une image réelle et qui voulait intégrer un effet spécial dedans. C'est-à-dire qu'il a pensé ces explosions de planètes sous des angles où c'était cool de les voir et que c'était encore plus joli que d'habitude, etc. Parce que le mec a su s'affranchir des contraintes du cinéma réel avec une caméra, un long métrage sur du fond bleu, etc. T'es quand même assez contraint par tes caméras, tu t'attends un peu à savoir ce que tu veux faire. Les réalisateurs de 3D qui font que de la 3D, donc des longs métrages d'animation, etc., ont tendance à s'affranchir de ça parce que la caméra, c'est toi qui la mets où tu veux. Tu peux faire des mouvements de dingue qui te coûtent absolument rien. Tu vois, des travelling, des effets de drone, etc. Ça coûte pas 1 euro de plus qu'une caméra fixe sur un faux décor ou sur un décor 3D. Du coup, le mec a su, pour moi, capter le mieux ce qu'il faisait en effets spéciaux, et la boîte qui a bossé dessus, qui est, je dis pas de conneries, c'est ILM, c'est une des meilleures boîtes du monde. C'est la boîte de George Lucas qui a fait Star Wars, et c'est une des boîtes les plus qualitatives dans la façon dont ils travaillent. Je pense que là, c'est une bonne référence. Après, le Royaume, c'était pas mal aussi. Je dois avouer que la création des créatures, des animaux, c'est quand même hyper impressionnant. C'est vraiment à s'y méprendre, quoi. Voilà. C'est très intéressant sur la manière dont les réalisateurs, par exemple, qui viennent de l'animation ou de la 3D pure, ont tendance à penser leurs films. Parce que c'est vrai que moi, la vraie dernière claque que je me suis pris au ciné, c'est Mad Max Fury Road. Mais Ouais. je te rejoins là-dessus, donc George Miller, c'est quand même quelqu'un qui privilégie au maximum des effets réels et qui ensuite peaufine et améliore le tout via des VFX. Mais d'accord, du coup, je comprends ta réponse. Et c'est intéressant d'amener ça comme ça. De toute façon, on s'est montré, mais du coup, il y a aussi un truc qui s'est pas. Enfin, pour moi, il y a les VFX d'un côté et la 3D de l'autre, où beaucoup, il y a aussi des génies, genre je vais pas tenter de dire son nom, mais le réalisateur de Your Name, qui, pour moi, il a fait un travail incroyable sur ce mélange de 2D et de 3D, qui a été reconnu par les studios Ghibli. Honnêtement, son travail est incroyable. Les images, les détails qu'il arrive à capter en animation, la façon dont il arrive à faire des close-up qu'on penserait inimaginables à réaliser en 2D, il arrive à faire des trucs qui sont époustouflants, quoi. Ce mec, c'est un vrai malade. Pour le coup, c'est toujours des claques visuelles. Et oui, après, sinon, t'as Spider-Man, le dernier aussi, qui est quand même une belle claque, qui est quand même une sacrée gifle dans la tête pour, dans la catégorie je mélange toutes les techniques, j'arrive à faire un truc dynamique en reprenant un style comique sans forcément dénaturer le projet original. Quand même assez incroyable aussi. Après, je parle en point de vue technique, hein, je parle pas en fonction de mes goûts. Il va mélanger, tu vois, on a fait des films dans ma boîte où tu sais, tu mélanges les framerates. Du coup, tu as l'animation à un framerate inférieur à ce qui est fait en temps réel, et nombre d'images par seconde. Et là, il arrive à le mélanger dans son long métrage comme si c'était complètement naturel. C'est assez ouf. C'est assez ouf. Alors qu'en vrai, c'est une prise de tête technique derrière. Je sais pas si t'as entendu un petit peu aussi des nouveaux procédés qu'ils utilisent sur The Mandalorian, donc sans parler de la qualité en soi de la série ou quoi. Et je sais qu'ils innovent pas mal la manière dont ils ont par exemple de filmer le désert en studio et tout, qui sont assez forts là-dessus, de reproduire notamment le soleil et tout avec des... Un écran interactif, Ouais. qui est une technologie qui est assez chouette. Moi, je trouve ça hyper cool pour des captations de live, etc. Mais en long métrage, c'est, comment dire, c'est un peu une escroquerie. Enfin, je sais qu'il y a un studio qui le fait plus ou moins à Paris. C'est cool ce qu'ils font, mais l'idée, c'est qu'en fait, ils vendent aux gens un faux décor en arrière-plan et te dire qu'en gros, ta scène de voiture, tu pourras mettre un arrière-plan au choix derrière, une vitre qui explose, tu pourrais être à Dubaï ou je sais pas où. Sauf que la qualité de l'écran, elle est carrément pas assez puissante pour tourner dans des qualités décentes et ne pas se rendre compte que c'est un écran derrière. Ok. C'est-à-dire que la luminosité est ajustée, etc. Et c'est cool d'avoir une caméra qui, en fonction de si tu mets la cam 1, la cam 2, la cam 3, ton fond bouge. C'est ce qu'ils ont fait au MTV Music Awards, là. Ouais, c'est le MTV Music Awards. Bon, vu qu'ils n'avaient pas de public, ils se sont permis de faire ça. Donc, c'est-à-dire que tu changes ta caméra, tu prends un truc qui est à 3 mètres de hauteur, ça prend la perspective. Du coup, tu as l'impression d'être toujours dans le même décor et que c'est un décor 3D. Franchement, c'est hyper cool. C'est une idée hyper ingénieuse. Et en VFX, en tout cas, dans The Mandalorian, ça a été fait pour les reflets des casques, pour les références de lumière, etc. Mais c'est pas le vrai décor que tu vois en fait derrière. Du coup, c'est un peu une fausse. C'est une fausse sucrerie qu'on essaie de vendre aux réalisateurs, alors qu'en fait, il y aura quand même besoin de post-prod derrière, quoi.
Et ils ont fait ça que pour Mandalorian ou Disney a fait ça aussi pour les derniers Star Wars, un post-logie? C'est pas mal utilisé, ouais, c'est ça. Mais comme je disais, il y en a un à Paris, du coup, il y a des gens qui commencent aussi à l'utiliser pour des clips, etc. Et en D'accord. vrai, c'est cool, mais dès que t'es en 1080p dans un débit d'image assez puissant sur un bon écran, tu te rends compte que c'est un écran faux derrière. Et ça fausse encore plus le truc des effets spéciaux. Le but, c'est quand même que ça soit hyper réaliste. Ouais. Donc on se fait chier depuis 10 ans à ce que tu mets dans un plan, ça soit hyper réaliste, pas pour se prendre un écran dégueulasse qui nique tout le travail, quoi. Mais c'est que mon avis, hein. Non, Je suis pas hyper objectif. c'est logique, c'est logique. Mais en fait, il leur faudrait un écran avec une définition, mais de malade mental, je pense qu'il est même pas possible d'être créé, quoi. Et ça coûterait trop cher, tu vois. Après, je te dis, celle que j'utilise et tout de projection, typiquement pour les trucs en bagnole où tu vois toujours des fonds bleus mal faits. Parce que c'est toujours un enfer d'enlever les. Tu sais, quand tu tournes en studio des séquences de voiture, c'est toujours l'enfer à travailler. Là, pour le coup, ça enlève ce poids-là, mais tu peux pas faire un film là-dessus, quoi. Ça fonctionne pas. Je sais pas si tu as vu Gemini avec Will Smith qui est sorti. Non, je l'ai pas encore vu. Si tu as le temps, durant ton temps libre, un de ces quatre là, de le regarder, je serais très curieux d'avoir ton avis sur les FX. Parce qu'il paraît qu'il a révolutionné pas mal de choses à ce niveau-là. Donc l'intrigue est pareil, elle est pas géniale, mais la manière dont ils ont de filmer, notamment les séquences en voiture, comme tu l'as dit, est assez perturbante parce qu'en fait il n'y a pas de flou apparemment. Et ça, on n'est pas du tout habitué à avoir un truc comme ça. Il y a pas de motion blur, c'est ça? C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est dans des chemins et tout, ouais. Mais je sais que là, avec leur nouvelle caméra, ils arrivent à faire de nouveaux trucs. Red, qui est un gros constructeur. Ouais. Ils ont la caméra qu'ils ont utilisée pour Joker, etc., qui arrive à reproduire le grain de la pellicule et qui arrive à justement à mieux arranger ses couleurs de champ, etc. Bon, après, c'est des caméras qui coûtent le prix d'un appartement à Paris, des fois. Donc bon, c'est toujours relatif. Mais ouais, il y a des nouvelles techniques qui sont cool. Et c'est aussi pour ça que les effets spéciaux, c'est d'autant plus palpitant, c'est parce que t'as toujours des avancées technologiques, des façons de faire encore plus simples. Du coup, tu peux faire plus, du coup, tu peux voir pour faire des choses encore plus cool, etc. Enfin, tu vois, typiquement, le premier Toy Story, aujourd'hui, tu regardes, il fait un peu mal aux yeux, mais ils auraient les techniques d'aujourd'hui, ça fonctionnerait mieux, ce qui est logique en soi. Mais en fait, c'est une question de temps à l'époque. Pour faire ce qu'ils ont fait, ça leur a pris quasiment, je pense que ça leur a pris plusieurs années. Ils ont failli perdre le projet en cours de route parce qu'ils étaient mal organisés. Aujourd'hui, je pense que Toy Story, un étudiant peut le faire en 3 mois, tout seul. 3 mois, bon, j'exagère. Là, je sens les lights, etc. Enfin, tu vois, sans vraiment pousser en mode Disney. Mais si c'était l'animation des personnages, les fabriquer, les placer dans les décors et tout, franchement, ouais, à 2 mecs, 3 mecs pendant 6-7 mois, je pense que c'est rentable, quoi. Alors que je pense qu'ils étaient à 150 sur le premier. C'est incroyable quand même que ça puisse évoluer à une telle vitesse. Ouais, carrément. Moi, j'avais juste une petite question, encore une fois, dans tout ce qui est effet visuel. Tu penses quoi un peu de tout ce qui est deepfake, etc.? Waouh. Là, on part en Non. flot, là. Ouais, non, mais c'était hyper intéressant parce que du coup, la technologie, tu sais, on a déjà. Franchement, le deepfake, tu sais, enfin, je sais pas si je me suis peut-être mal exprimé. Je parlais surtout, tu sais, du principe de. Remplacer des visages. Exactement. Ouais, non. Après, le deepfake, de manière générale, la façon dont c'est utilisé, c'est une autre question. Mais ouais, je trouve ça cool, ça marche bien. Mais encore une fois, je sais pas dans quelle mesure c'est intéressant de le faire. En fait, le deepfake, c'est cool quand tu veux truquer des vidéos toi-même ou à quelques graphistes, etc., et que t'as pas le temps, machin. Mais en tout cas, ce qui a été utilisé sur le visage de Leia dans Star Wars, c'est pas vraiment du deepfake comme on l'entend. C'est-à-dire que je pense qu'il y a peut-être une intelligence artificielle qui a travaillé dessus, mais il y a quand même peut-être 10 graphistes qui ont remappé le visage, qui ont mis des trackers dessus, qui ont traqué l'image, rotoscopé, qui ont reprojeté son visage sur la topologie exacte de son visage original pour que tu vois, c'est une forme et une unité qui fonctionne. Le truc, c'est que quand tu filmes avec un téléphone, que tu bouges vite fait la tête, ça fonctionne, mais je pense pas que ça puisse faire la blague dans un film. Non, oui, non, ça j'imagine bien, mais c'était plus dans le sens où, parce qu'on a eu quand même pas mal de personnes qui estimaient, par exemple, qu'on n'aurait plus d'acteurs récents, qu'on verrait des James Dean, etc. Et c'était plus pour savoir si c'était vraiment possible ou vu que t'es dedans. Ouais, c'est comme quand nous on fait des cinématiques dans notre boîte où on filme des gens faire la comédie et ensuite on les retranscrit en 3D avec des caméras qui montrent exactement leur mouvement de visage, etc. Donc c'est ce qu'on fait déjà, mais du coup, quel est l'intérêt de changer le visage de ton personnage dans la mesure où c'est le mec en studio qui fait vraiment l'acting, tu vois ce que je veux dire? Si on devait faire revenir un acteur qui était mort, on pourrait le faire, mais ça voudrait dire que c'est l'acteur qui l'incarne dans son studio fond vert, en l'occurrence fond noir, pour qu'il le remette dans sa position actuelle. C'est comme comment ça s'appelle, Dobby.
Dobby, finalement, c'est l'acteur qui est derrière qui a fait tout le taf, quoi. On pourrait mettre la Ah tête oui, oui, oui. là, ça resterait le mec qui a fait Dobby derrière, quoi. Après, oui, je pense que c'est surtout un enjeu financier qui serait derrière. Ça, ouais, en termes d'image, il y a une puissance, quoi. Non, je suis d'accord, mais on a tous bien vu que Leia, c'était pas au point dans Star Wars, quoi. Bon, encore, c'était pas le pire. Oui, Pas le pire. Fast and Furious, c'était beaucoup plus dégueulasse. Hein. on est d'accord. J'ai même pas vu celui-là, je peux pas dire. Le Ah, regarde. si, la scène de fin était assez violente quand même. Moi, je suis très film de merde. Hein. J'aime beaucoup regarder des films le dimanche soir, un peu merdiques. Ouais, t'inquiète. Il faut. C'est une question qui va venir. Hein. Moi, j'ai un peu bûché là-dessus. Donc, j'ai vu que justement, au début, tu as commencé par une mise à niveau de cinéma, justement, pendant 1 an. Ensuite, Ouais. tu as fait un BTS audiovisuel et la partie qui m'intéresse, bon, BTS qui était aussi très bien, j'imagine, mais c'est toujours la partie du Gobelin. Tu as été à l'école du Gobelin. Et Ouais. c'est vrai que c'est un peu le mythe pour tout le monde connaît, mais c'est vrai qu'on connaît pas plus que ça au final. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était des bonnes années? Est-ce que ça t'a vraiment permis les débouchés, etc. Alors, du coup, après le BTS, en fait, la licence que j'ai fait à Gobelin, c'est la licence de gestion de production. C'est assez accessible en bac+2 pour un diplôme de niveau 3, du coup. Du coup, c'est une licence qui attire pas mal de monde, qui est peu mise en avant par Gobelin, parce que c'est pas une cellule créative, contrairement au reste de l'école, ou qui accueille quand même... Enfin, à la base, je crois que c'est une école de photographes. Et ensuite, il y a eu de l'animation, etc. Mais c'est une école d'artistes avant tout, et tous les gens qui sont recrutés là-bas ont tous un immense talent. Pour en avoir côtoyé quelques-uns qui aujourd'hui ont des chouettes carrières, c'est pas volé, quoi. Après, moi, je l'ai fait en gestion de production. Je sais que là, on était plus de 400, je crois, à vouloir à rentrer dans la promo. On était une vingtaine à être sélectionnés tous les ans. Donc, il y a quand même une sélection à l'entrée. Maintenant, si tu arrives avec des intentions nobles et une réelle envie de travailler, c'est pas tu vas pas forcément être choisi aux notes. Le Gobelin est assez cool là-dessus. En tout cas, dans ma licence, on a passé plus cette année de licence à rencontrer des professionnels du métier qui sont, grâce à la qualité de l'animation en France, quasiment tous réunis à Paris. Enfin, la France est le 3e exportateur de cinéma d'animation et de séries d'animation, du coup, pour le coup. Et du coup, c'est cool d'avoir rencontré des professionnels qui ont bossé aux États-Unis, dans des gros studios, qui ont bossé pour Disney. En fait, on les a rencontrés toute l'année, ils nous ont raconté leur expérience. On a fait quelques cours théoriques, mais dans l'idée, c'était surtout de nous mettre le pied à l'étrier, de nous orienter dans le monde de la post-production, de l'animation, qu'on se perde pas à l'intérieur et qu'on sache vraiment ce qu'on veut faire. C'était assez cool, c'était assez délirant d'être si peu noté, d'être là vraiment que en conférence, à essayer de comprendre et de s'instruire sur comment ça fonctionnait. Mais le fait est qu'aujourd'hui, moi, de mon BTS, sur ma promo, et de manière générale, dans tous les BTS de France, on est très peu à trouver du travail en sortant. Je pense qu'il y en a peut-être sur ma promo on va dire 20, sur un échantillon de 20 personnes, il y en a peut-être 4 qui doivent travailler de mon BTS. Gobelin, il y a personne qui est sans emploi. On a tous un travail, on est tous en fonction, et tous ceux qui sont au chômage, c'est parce qu'ils ont quitté leur boîte récemment, ou qui sont en réorientation professionnelle parce qu'ils en ont eu marre de la production. Mais le fait est que quand tu sors de Gobelin, t'as ce truc où tu sais où tu veux aller, tu sais comment convaincre les gens, et t'es tellement persuadé de ce que tu veux faire que du coup, quand t'arrives en entretien, on te dit bah ok. Et t'as aussi le réseau des Gobelins qui fait que je pense qu'une bonne moitié des directeurs de production d'animation à Paris sont des anciens de Gobelins, quoi. Donc t'as aussi ce truc-là qui fait qu'à l'étranger, t'es bien vu parce que tu sors de Gobelin. À Paris, il y a un truc de bon, t'as fait Gobelin, ça veut dire que t'es motivé. Et en fait, tout roule, quoi. Les personnes sont rarement déçues par les gens qui sortent des Gobelins, et du coup, bah, t'as un peu cette pression aussi de te dire faut pas que mon ancienne chef de promo m'appelle, quoi. Voilà. Mais c'était très cool, en tout cas, j'ai rencontré vraiment des chouettes personnes, et je pense que c'est ma première vraie année d'études. Je me suis retrouvé avec des gens qui kiffaient la même chose que moi, qui regardaient les mêmes films que moi, qui pensaient de la même façon que moi, ce qui était très rare avant, quoi. Il y a une culture du cinéma d'animation dans les BTS qui est, moi, je trouve peu reluisante. Et tu sais, le fameux cliché du mec qui est trop fan de Quentin Tarantino et qui veut être réalisateur parce qu'il adore ses films, et qui passe la moitié de ses années d'études à essayer de reproduire ses films, alors que l'idée, c'était justement de faire autre chose, quoi, tu vois. Et c'est assez dommage parce qu'en C'est très bien animation, en animation, c'est justement pour moi le terrain de la liberté. Tu peux faire des grands films d'action avec le même budget qu'une romance, et c'est quand même, en termes de créativité, un endroit qui absorbe des gens très créatifs et tous très différents. Bah alors justement après ton parcours scolaire, j'ai vu que tu es passé aussi par pas mal de boîtes, dont certaines je trouve assez, je dirais sur des travaux prestigieux. Il y a eu Night Shift, tu es Ouais. passé justement, Brunch, si je dis pas de bêtises.
Et justement, Unit à la fin. Alors moi, la question que je voulais me poser dans tout ce cursus, on va dire, c'est comment t'es amené en fait à travailler avec des boîtes type Toyota, Riot, etc. Comment est-ce que tu les démarches? Est-ce que c'est pareil justement? Est-ce que c'est, on va dire, un modèle qui s'exporte à chaque entreprise ou chaque entreprise a diverses façons de les approcher? Non, en fait, on est souvent. En fait, en gros, dans la production, en tout cas dans la production exécutive, j'insiste là-dessus parce que, contrairement à pas mal de gens avec qui justement j'étais à Gobelin, qui font de la production déléguée, c'est-à-dire qui développent des films, qui développent des idées de scénario et qui les proposent à des organismes de financement comme le CNC, etc., et qui produisent des films avec ça. Moi, je fais la production exécutive, c'est-à-dire que moi, j'ai un client qui vient me voir pour réaliser quelque chose. Le moyen de les attirer, c'est la qualité de ton travail, les projets que tu choisis de faire ou pas, et ce que tu décides de mettre en avant ou non, mais surtout la qualité de ta réalisation, qui fait que les gens te rappellent. Moi, j'ai peu à faire là-dedans, parce qu'en tant que producteur, je suis juste comme réfugié sous le pavillon d'une société, mais c'est essentiellement des clients externes qui nous démarchent eux-mêmes, en fait, pour amener du travail. C'est rarement nous qui allons les chercher, en fait. Et pour ça, tu as des intermédiaires, soit des agents qui s'occupent de la communication de petites sociétés, soit c'est surtout des agences de communication. Et eux-mêmes ont leurs références, leur carnet de référence en fonction du travail pour lequel ils vont te demander de travailler. Ils vont t'appeler toi ou un autre et te mettre en compétition parce qu'ils sont obligés de le faire. Voilà. Donc, Ok, ouais, donc le modèle reste quand même. C'est un peu des appels d'offres au final. Le modèle reste quand même assez pareil pour tout le monde, quoi. C'est exactement le même schéma de fabrication que une usine de fabrication de voitures. C'est la 3D, les effets spéciaux, t'as un chef de chantier, t'as quelqu'un qui s'occupe du marketing, etc. Mais t'as toujours quelqu'un qui te délègue à une usine derrière et c'est à toi de gagner le budget de l'usine, tu vois, le budget de fabrication pour les 500 000 Yaris, je sais pas quoi, fabriqués, tu vois. Et du coup, à l'intérieur, t'es obligé d'organiser ta chaîne de production, d'appeler tes ouvriers, etc. Mais ça fonctionne exactement pareil, c'est le même système de fabrication. Je suis content que tu abordes le fonctionnement de la boîte en elle-même, parce que je me souviens à l'époque, tu m'avais dit qu'au début des années 2000, c'était souvent une boîte en fait qui allait s'occuper de tous les FX d'un film. Par exemple, tu avais cité La Whopper pour le Seigneur des Anneaux. Alors que maintenant, si je ne me trompe pas, tu t'avais dit qu'après les années 2010, en fait, ils mettaient plusieurs entreprises sur les FX d'un seul même film. Et du coup, c'était plus une seule équipe qui faisait tout, et que donc chacun faisait des petits bouts d'effets spéciaux en fait qui ensuite allaient être assemblés au film, comme une chaîne de production, comme tu viens de le dire. Est-ce que c'est toujours le cas? Il y a cette tendance, elle s'est même encore accentuée. Ouais, alors après à mon échelle en France, moi sur les films sur lesquels j'ai travaillé, j'ai jamais fait de long métrage américain parce que c'est réputé étouffant. Même si je pense que j'aimerais bien en faire un jour. En tout cas, c'est étouffant quand t'as les petites strates de la production. Du coup, ouais, en fait, tu te retrouves un peu balancé dans une espèce de méga usine de fabrication où tout le monde construit. Là, pour le coup, je te comparais ça à un Airbus. Tu sais que toutes les pièces sont pas fabriquées au même endroit, elles doivent toutes être assemblées dans un seul. Et t'as un chef de chantier, quelqu'un qui gère tout. T'as une boîte qui gère tout. Mais ouais, maintenant, c'est la grosse tendance, c'est de fabriquer toujours en plusieurs boîtes, mais la tendance aussi, c'est de sous-traiter partout dans le monde pour faire un 360. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu commences à travailler aux États-Unis, tu termines de travailler, tu envoies ton plan en Europe. Une fois que tu as terminé de travailler, tu l'envoies en Chine et il arrive le matin et il est revenu aux États-Unis avec ce qui n'a pas été fait ailleurs. En gros, c'est les 3-8 mondiales. L'idée, c'est d'économiser du temps un maximum. Je sais qu'il y a des boîtes qui le font, pas toutes. Mais de toute manière, ouais, moi, je sais que même à mon échelle de producteur, quand j'étais en publicité, donc je gérais des petites équipes parce que tu peux pas mettre 200 personnes sur une pub. Je sous-traitais aussi à l'étranger pour gagner du temps, pour aussi gagner de l'argent, parce que les coûts sont toujours réduits, mais du coup, tu donnes du travail à d'autres pays dans le monde. Ouais. Et l'idée, ouais, c'est de faire ça, quoi, c'est d'économiser un maximum, parce que c'est un gros sujet dans le monde des effets spéciaux et du long métrage, c'est la réduction des coûts, le nivellement vers le bas, et vu que on voit de plus en plus de graphistes faire tout seul sur leurs ordinateurs, les clients ont du mal à comprendre pourquoi il y a 300 graphistes qui bossent sur 300 plans de leur film, quoi. C'est un truc qu'ils ont du mal à capter. Et en parlant de ça, du coup, j'imagine que la machine est devenue vraiment, enfin, quand je dis la machine, c'est surtout les ordinateurs, mais c'est devenu l'outil absolument obligatoire aujourd'hui si tu veux faire des effets spéciaux. Est-ce que toi, ça t'a dérangé, tu vois, dans l'approche que tu avais du métier, ou au final, ça te satisfait pleinement, tu vois, d'avoir ça comme outil de travail et plus de devoir faire des effets spéciaux traditionnels à la main comme ça a été? Moi, je pense que c'est aussi pour ça que je me suis retrouvé dans les effets spéciaux, c'est pour le kiff de l'informatique. Je mets pas forcément
dedans, c'est-à-dire que je code rien, tu vois, je suis pas sur des consoles toute la journée. Mais le fait est que les avancées technologiques, c'est un truc qui m'a toujours plus ou moins passionné. Je pense comme notre génération Internet, tu sais, les nouvelles technologies, les avancées robotiques, etc. Mais de pouvoir les transposer dans ton métier où il y a une course sans cesse à la meilleure technologie, etc. C'est hyper chouette. Je sais que depuis que j'ai commencé à travailler, on a toujours été à la pointe de ce qui se fait en termes de rendu d'image. Du coup, tu achètes toujours les dernières cartes graphiques, les cartes graphiques ultra. Moi, je connais des graphistes qui ont 3 cartes graphiques dans leur PC, des Titans 2080, et qui tournent, tu vois, avec 64 Go de RAM en permanence, tu vois. Et ils se prennent des tours, et à Des côté. beaux bébés, quoi. Ouais, mais du coup, quand tu travailles, c'est pas des gros bébés, c'est ça le truc. Oui. Et du coup, ils se retrouvent avec des trucs mais monstrueux sous leurs jambes quand ils travaillent et tu comprends pas pourquoi. Et même les serveurs dans les boîtes sont des espèces de monstres de calcul impensables. C'est des trucs qui font plusieurs vingtaines de mètres carrés et le truc est gigantesque, ça souffle une chaleur de dingue et ça calcule en permanence des frames, quoi. C'est assez impressionnant à regarder. Mais je ne mets pas les mains dedans, mais c'est cool à regarder. Justement, je voulais rebondir là-dessus parce que tu disais tout ce qui était Disney, par exemple, avec ce qu'ils ont fait sur le Roi Lion, qui était incroyable. Est-ce que, par exemple, tu travailles, tu vas voir le film, tu vois le film et tu dis putain la vache, maintenant le niveau est là. Est-ce que y a pas une sorte de stress qui s'installe, une sorte de pression pour essayer d'atteindre justement ce palier-là? Non, parce que pour le coup, on travaille tous avec le même logiciel. Tu vois ce que je veux dire? On est tous avec les mêmes outils en main. C'est juste qu'il y a des techniques qui varient un petit peu, c'est-à-dire, dans les effets spéciaux, c'est les techniques de rendu, c'est-à-dire que le réalisme de l'image se fait par le moteur de rendu essentiellement. Bon, après, la façon dont tu l'as créé, dont tu as mis tes lumières, etc. Mais globalement, le rendu de ta peau, le grain qu'il y a sur ta peau, il est créé en 3D, mais ce qui rend réaliste, c'est le moteur de rendu qui va calculer les réflexions, les transparences, etc. Et on a tous quasiment les mêmes logiciels de rendu. Il y en a 4-5 qui sont sur le marché, qui sont un peu la norme. Donc tu trouveras Pixar qui va être chez une autre boîte qui a développé le sien, du coup il n'y a que ça qui compte pour eux, d'autres qui vont être sur quasiment à peu près le même. Et toutes les années ça va changer parce qu'il y en a un qui va faire une mise à jour supplémentaire et qui va dépasser l'autre. Et du coup tout le monde s'aligne là-dessus. C'est-à-dire que le Roi Lion, je pense qu'on serait capable dans une boîte, allez, je vais peut-être un peu exagérer, mais une trentaine de personnes seraient capables de sortir le Roi Lion. L'exploit, c'est de le sortir sur autant de frames avec un truc qui dure quasiment 2 heures où en fait tu t'envoies partout et que tu as 150 animaux sur chaque plan, quoi. Oui, ouais. C'est leur capacité à gérer autant d'informations, de les rendre tous aussi bien et de créer une uniformisation dans la qualité qui est incroyable. Je pense que beaucoup de gens seraient capables de sortir le Roi Lion, mais sortir le Top Shot avec tous les animaux qui se baladent et qui bougent, je pense qu'on est très peu à le faire. Et aussi peu qualitatif, ouais. Donc, ok. Si tu peux citer les principaux logiciels, je pense que ça peut toujours être intéressant pour des gens qui écoutent, ou bah, même pour moi d'ailleurs, j'aimerais bien savoir. Il y a une guerre en ce moment d'ailleurs. En fait, depuis très longtemps, c'est Maya qui a toujours été un peu le logiciel référent de la 3D. Plutôt dans le jeu vidéo, c'est 3ds Max. Du coup, les gens qui font des trailers de jeux vidéo sont toujours plus ou moins sur 3ds Max pour récupérer les assets des sociétés avec lesquelles ils travaillent. Et Maya, c'est plus pour les publicitaires, les VFX, la 3D, les longs métrages, etc. Mais sauf qu'en fait, avec le temps, Maya est un peu en train de prendre du retard parce qu'il y a des rachats de sociétés concurrentes qui se bouffent entre eux, etc. Et Maya est un peu en train de perdre de la vitesse et du coup, ça commence à revenir vers Blender, qui est un logiciel gratuit. Ah, c'est Mais marrant. Blender, ce qui paraît, il est en train de devenir un peu la nouvelle norme de la 3D. Et vu qu'il est gratuit, si tu veux, les boîtes, elles n'hésitent pas à partir dessus, quoi. Et après, pour les gens plus indépendants et qui font plus des trucs seuls, c'est C4D. C4D, c'est la norme du mec qui est seul dans son salon et qui veut faire des images en 3D. C'est ce qu'il y a de mieux. Donc, je pense qu'il y a pas mieux que ça. Et après, pour la simulation, et ça restera, je pense, encore pour longtemps, c'est Houdini. Pour la création de foules, de liquides, de fumée, etc. C'est le logiciel important. Et Houdini, c'est un logiciel de 3D, tu peux faire tout dedans, mais il est beaucoup moins bon sur plein de choses à l'intérieur, donc on l'utilise que pour faire de la simulation, en gros. Mais ouais, il y a plein de choses, ça bouge tout le temps, c'est hyper cool. Mais du coup, ça implique dans chaque boîte de revoir le pipe de fabrication. C'est-à-dire qu'un logiciel, il se contente pas d'être lancé sur un ordinateur et tu bosses pas en local, tu es obligé de communiquer avec un serveur qui trie tes données, qui permet de travailler avec d'autres personnes, parce qu'il y a plein de corps de métier à l'intérieur, donc il faut donner ton fichier pour que le mec d'à côté puisse bosser dessus, etc. Et ça nécessite de ce qu'on dit piper, de créer un système de fabrication viable entre les différents logiciels, le serveur, etc. Et ça, c'est une tannée à faire et ça coûte énormément d'argent. Et c'est sans cesse en évolution, donc si tu changes de logiciel, ça veut dire que tu pars quasiment ou plus ou moins à zéro, quoi. Donc c'est toujours des grosses décisions à prendre. Je considère souvent les graphistes comme des artisans. C'est-à-dire que globalement, tu as un réalisateur, tu as des postes où
des chefs de département, parce que enfin, dans les grosses boîtes, c'est sous-divisé en sous-départements, donc des superviseurs, des leads, etc. Et c'est surtout des artisans, donc on leur demande de fabriquer quelque chose. Ils le font avec leur talent et en fait, ils économisent du temps parce qu'ils voient les choses de manière différente, qu'ils proposent des choses un peu différentes, qui font que c'est plus stylé que ce qu'on leur avait demandé à la base. Mais de manière générale, ça reste un métier de fabrication. Donc, je veux dire, si tu sais construire une table, peu importe les outils qu'on va te donner, tu arrives quand même à t'adapter relativement vite pour sortir la table que tu sais faire d'habitude, tu vois. Et au niveau des conditions de travail, est-ce que tu trouves que c'est un milieu qui s'est rigidifié dans le sens où avant c'était peut-être plus détente et que maintenant, à cause pareil des coûts, à cause du budget qui s'est peut-être resserré, ça s'est professionnalisé, mais pas dans les bons sens du terme, tu vois, avec une hiérarchie plus stricte, où tu trouves qu'il y a toujours quand même un côté tu vois, où on privilégie la création ou l'entraide. Un peu quel est ton avis sur la manière dont vous travaillez en équipe? Bah, pour moi, tu vois, le jeu vidéo, de manière générale, c'est considéré comme une œuvre d'art fabriquée à plusieurs. Et je pense que dans les effets spéciaux et l'animation, ça a toujours été vu comme ça. Donc, il n'y a jamais de problème de hiérarchie, de façon de fabriquer. Maintenant, c'est sûr qu'avec le temps, tu travailles plus de la même manière et tu travailles pas dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à bosser dans la pub en tant que post-producteur, mon boss me disait qu'il y a quelques années en arrière, ils envoyaient encore des disques à leurs clients. Donc, c'est-à-dire que le vendredi soir, ils prenaient un disque, ils le remplissaient de quelque chose, de la publicité sur laquelle ils étaient en train de travailler, et ils l'envoyaient par la poste et ils avaient un retour 3 jours plus tard par coup de téléphone. Aujourd'hui, moi, mon client américain, je lui envoie quelque chose, 10 minutes après, il m'appelle et il me dit c'est de la merde, tu vois. J'exagère, hein, mais tu peux travailler avec la Chine, tu peux travailler avec n'importe quel pays dans le monde. Le mec peut te donner une réponse si t'es un peu calé sur son fuseau horaire ou que t'as des heures qui mordent chez lui. Il peut te donner un retour quasiment direct. Tu peux faire des reviews en direct avec lui en train de lui montrer quelque chose. Il peut te faire un retour en direct, ce qui était impossible avant. Du coup, en termes de quantité de travail, ça veut dire que tu peux faire beaucoup plus de choses et par contre, tu le fais tout le temps, non-stop sur un projet. Donc au final, je pense qu'avant c'était plus cool. Maintenant, avec la technique qu'ils utilisaient avant, ils devaient 100 fois plus tirer les cheveux courts. Donc ça se voit des deux côtés, quoi. Ouais, parce que j'imagine s'il y avait des délais, des fois tu continues à travailler sur quelque chose qui était peut-être plus viable, et au final tu devais refaire un gros plan, tu vois, de ce qui a été déjà envoyé. Ça devait planter et tout ça, quoi. Enfin, tu sais, dans Star Wars, le fameux premier effet spécial qui a été fait là sur l'espèce de, comment ça s'appelle, de map un peu verte sur les speeders pour voir un peu ce qui se passait autour d'eux. Je crois que c'est un des premiers effets spéciaux qui a été fait. Sur la planète Endor, là. Ouais, je crois que c'est une espèce d'hologramme. Ils avaient créé un truc 3D avec je sais plus quelle matière lumineuse pour faire. Enfin bref, c'est assez faux ce truc-là. Mais tu te dis, les mecs, ils se sont pris la tête pendant des longues semaines pour faire un truc qu'aujourd'hui, on peut faire en 10 secondes. Tu te rends compte l'avancée technologique qu'on a, quoi. À l'époque, je pense que, genre, je reprends Toy Story, parce que c'est le premier gros film d'animation qui est sorti. Ils ont dû avoir des serveurs, mais ça devait coûter des dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, je pense que tu peux stocker tout leur travail sur une grosse machine un peu boostée, quoi. C'est incroyable aujourd'hui. Il n'y a pas que Toy Story, il y avait aussi, je crois, Tron, aussi produit par Disney, qui était, je crois, il me semble, les ordi qu'ils avaient, ils étaient encore moins puissants que les smartphones qu'on a actuellement, quoi. Ah ouais, c'est sûr, mec, c'est ouf. Et les mecs, tu te disais, devaient se tirer les cheveux. Ah ouais, non, mais ils ont dû se faire chier, surtout que Tron, pour l'époque, je trouve ça a eu un certain charme encore. Ça a vieilli, mais je trouve que ça garde un charme. Mais après, tu te dis, le travail qu'il devait fournir comparé à maintenant, ça devait être ouf, quoi. C'est comme nous aujourd'hui, hein, tu sais, on fait un click and collect, on se retrouve sur le parking du Auchan, on prend notre commande, on repart. Avant, t'imagines la galère, en gros, c'est comme si tu comparais quelqu'un qui peut tout faire numériquement. Je sais pas à quoi je pourrais comparer ça, mais tu sais, c'est la comptable, quoi. La comptabilité. La comptabilité, avant, ils se tapaient tout à la main. Ils écrivaient tout dans des registres, ils se plantaient, ils se rendaient compte 3 semaines plus tard parce que les mecs trouvent pas des cahiers comme ça de registres toutes les semaines, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, en 2 clics, tu te rends compte si t'as fait de la merde ou pas, si t'as perdu de l'argent, tu peux faire tes prévisions, t'es connecté avec les dépenses sur ta carte bleue, enfin tu vois, genre c'est n'importe quoi. Enfin, on économise un temps de malade, mais par contre, on est poussé à mon sens, à beaucoup plus travailler qu'avant. On est là où ça te mettait des semaines à fabriquer une chose, maintenant t'es obligé de faire ta tâche en 10 fois plus rapidement. Du coup, ton cerveau fuse et c'est tes mains qui suivent plus, quoi. Avant qu'on passe sur tu vois, des questions qui sont peut-être moins en rapport avec ton travail pur, est-ce qu'aujourd'hui, si tu as vraiment des conseils à donner à des gens qui souhaiteraient se lancer, tu vois, dans la production d'effets visuels, dans l'animation 3D, dans cette industrie? Même la production tout court. Hein.
c'est un autre domaine, mais pourquoi pas aussi. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Je pense que les techniques, elles sont aujourd'hui faciles à acquérir, avec ou sans cours. Enfin, je vous le dis parce que moi, mon expérience de BTS, ça n'a pas forcément. Enfin, j'ai appris des choses. Hein. J'ai appris les bases de la production, c'est hyper cool, ça te fait économiser du temps. Mais en fait, les études, ça te fait que économiser du temps. C'est-à-dire ce que tu vas apprendre en 2 ans d'études, 3 ans, 5 ans, c'est des trucs que tu peux apprendre en 15, 20, tu vois, 30 ans. Maintenant, faire de la production, tourner un film, si tu sais analyser les choses en sortant du carcan de je veux être un réalisateur, je veux être ça, je veux être ça, je veux être ça, mais de t'identifier toi avec ce que tu as envie de faire en créant un peu tes règles et en reprenant celles des gens qui fonctionnent, je pense que tu peux largement t'en sortir sans forcément faire de très longues études ou d'études compliquées, quoi. Ça n'a rien à voir, c'est pas lié, c'est simplement te faire économiser du temps qui compte pour que tu crées plus vite et que tu sois le plus rapidement possible professionnel et que tu puisses être reconnu par tes pairs, quoi. Mais moi, je pense qu'un mec qui a pas fait d'études, il peut complètement, s'il se débrouille bien en 4-5 ans, devenir un bon réalisateur. Tu vois, typiquement, dans le clip, en fait, il suffit juste d'appeler un artiste que tu kiffes, dire est-ce que t'as un peu de thune, je suis trop chaud de te faire un clip. Tu verras que si tu viens avec des idées, avec un dossier complet, avec une idée dont lequel t'es absolument sûr, tu verras qu'il y a moyen que t'aies des touches, quoi. Ça commence comme ça. C'est vrai que je me dis qu'il y a pas mal d'approches qui doivent se faire aussi avec la musique, ouais. Surtout quand tu vois que les morceaux sont publiés rapidement sur YouTube et qu'il faut vite les clipper et tout, ouais, ça doit. Ouais, ça. Ouais. La facilité que tu as aujourd'hui, une petite caméra, etc. Honnêtement, pour une journée de tournage, tu peux t'en sortir pour 200-300 euros. Donc ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je dis pas que tout le monde peut se payer ça. Mais je pense que tu peux te sortir avec un petit matos de 200-300 euros. Tu peux tourner un truc. Si tu as une idée cool, tu peux faire un truc de malade. Mais c'est l'idée qui va te faire te différencier de tous les réalisateurs qui veulent, qui font le Nikon Festival et qui pensent être le prochain Fincher, etc. Quoi. Parce que disons-le, hein, le Nikon Festival, c'est essentiellement blindé de futurs Fincher. Et c'est des gens qui cherchent à épater, mais je pense que vraiment, il y a plein de créneaux à prendre dans la réalisation. Il n'y a pas que la réalisation de courts-métrages, de films, de trucs techniques avec des scénarios compliqués. Il y a aussi du visuel, de la beauté, de la simplicité à filmer, et qu'il y a très peu de gens en fait qui le font en France. C'est hyper dommage. Tout le monde se bourre dans la même direction, alors que ça ne fonctionne pas, quoi. Ah, pas pour tout le monde, on va dire. Non, pas pour tout le monde, mais je veux dire, la comédie française, c'est ce qui marche au cinéma aujourd'hui. Mais clairement, quand tu regardes à l'étranger, parce qu'il n'y a pas que le marché français, hein, tu peux faire un film avec des protagonistes qui sont anglophones sans forcément utiliser que des gens français, ou même tu peux le faire en français, parce c'est vrai qu'il y a un marché français, il y a des pays francophones qui regardent, mais tout le monde s'engouffre à vouloir faire à la manière d'eux, alors qu'en vrai, il y a plein de sous-genres qui existent aujourd'hui, qui peuvent te permettre de tester, d'apprendre, d'avoir des compétences qui sont différentes des autres réalisateurs et d'en sortir avec ça, quoi. Pour moi, c'est la qui va faire que tu fonctionnes. C'est comme sur Twitch, si t'as envie de devenir Twitcher, le meilleur truc du monde, c'est d'être différent des autres et d'avoir une idée qui te sort du lot. Après, si c'est faire de la réal pour faire de la réal, tu n'y arriveras pas, quoi. Faut avoir des idées différentes des autres. Ça se travaille. Après, c'est bien d'un côté que la différenciation elle se fasse sur des idées, parce qu'au final, c'est le plus important. Ouais, grave, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est si t'as une idée, que tu penses différemment des autres et que tu te formes toi à penser différemment des autres, tu vas voir que tu trouveras 100 fois plus d'opportunités que les autres parce que tu iras pas au même endroit, au même moment et que tu voudras pas faire la même chose que les autres. C'est ça qui fait la différence. Comme les artistes de musique, en fait. Hein. Les Daft Punk, s'ils sont aussi célèbres et qui rayonnent autant dans le monde de la musique électronique, c'est parce que ces mecs, ils ont des idées différentes des autres et qu'à chaque fois qu'ils reviennent, ils ont une idée que les autres n'ont pas, quoi. Les mecs, sont considérés comme des techniciens de la musique électronique depuis des dizaines d'années. Ils reviennent avec un album de funk, de funk électro trop cool. Et tu te dis, mais les mecs, comment vous avez eu cette idée, quoi? D'où ça sort? Et tu vois, quand tu regardes Fincher, c'est pareil. Je dis que tout le monde veut devenir Fincher parce que tout le monde essaie de recopier son style. Et tu vois, d'avoir ce truc un peu d'ambiance machin. Mais Fincher, demain, il pourrait te réaliser un film pour enfants. Ce serait quand même stylé. Et ça, c'est incroyable. Meilleur exemple, Happy Feet 2 de George Miller. Ouais, tout à fait. Exactement. Comme tu l'as dit, hein, il peut faire des films pour enfants, ce sera quand même stylé. C'est quelque chose qui te plairait, tu vois, de tenter la réal. Moi, je m'en cache pas qu'un jour ça pourrait m'éclater. Après, je sais pas dans quelles conditions. Parce que déjà, c'est un métier d'opportunité, je pense. Et il faut savoir s'adapter à ce qu'on te propose. En gardant un peu toujours, tu vois, une ligne directrice des milestones. Mais si on te propose un truc de crème pour bébé, de crème pour bébé quand tu sors d'école, t'as pas le droit de le refuser. Et il faut réussir à être bon en faisant une crème pour bébé sans être, tu vois, dans le cliché de machin truc. Mais il faut s'adapter à ce qu'on te propose. Je pense que demain, on me propose la réal d'un projet. Je pense que je le ferai.
J'ai déjà tenté des trucs à droite à gauche sans vraie prétention, parce que ça m'éclatait plus qu'autre chose, c'était pour dépanner des potes et tout. Mais moi, je me suis toujours dit que je le ferais quand j'aurais des idées. Et je ne le ferai pas tant que j'aurai pas d'idées, clairement. Ok, donc tu veux vraiment écrire et réaliser, pas forcément que réaliser. Non, mais au moins venir avec une proposition différente, que ce soit en termes de réal ou même si j'écris, d'avoir un scénario un peu différent, mais je vois pas l'intérêt de réaliser pour réaliser. Il y a plein de réalisateurs qui réalisent parce que c'est leur passion, parce que c'est leur métier, etc. Je les respecte complètement, mais je fonctionne pas comme ça, quoi. C'est un métier hyper éprouvant et qui te consume de l'intérieur. J'ai pas envie de le faire pour des trucs qui me parlent pas et pour lesquels j'ai pas de croyance. Juste pour terminer là-dessus, est-ce que du coup, imaginons que tu lis par exemple un roman une nouvelle qui te plaît vraiment, est-ce que tu vois, tu trouverais ça quand même intéressant de l'adapter à ta manière ou il faudrait vraiment que ce soit quelque chose que tu aies écrit toi-même? Moi, C'est un vieux débat. un vieux débat, parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui admirent les réalisateurs, mais la plupart écrivent pas du tout leur scénario. La plupart des grands films, d'ailleurs, sont pas du tout des originaux. C'est assez ouf de voir à quel point il y a peu d'idées originales qui sont issues d'eux, ou alors qui sont remaniées par eux, hein, je dis pas, mais non, la réalisation, pour moi, c'est l'exécution technique, c'est un chef d'orchestre. Et si t'as une belle salle et que t'as une bonne base de musique, c'est quand même chouette, mais chef d'orchestre, ça veut pas dire que t'as composé la musique, quoi. Et c'est pour ça qu'un bon réalisateur, c'est un mec qui arrive à sortir d'un truc stupide qui est un plateau blanc, une caméra et 200 mecs, un truc incroyable. En créant des décors, en mettant la caméra au bon endroit, en mettant une bonne lumière à droite, machin, etc. Mais c'est sa façon de coordonner les talents qui fait que c'est stylé. En vrai, si on te mettait dans la même condition, avec le même budget demain, et on te disait tu réalises Shining, je pense que 99,9% des gens seraient incapables de réaliser, même s'ils cherchaient à copier, hein, même s'ils copiaient plan par plan, je pense qu'il y a très peu de personnes qui seraient capables de faire exactement pareil. Parce que c'est des idées de réel, je vais mettre du sang dans un ascenseur, ça va retomber, pour faire un truc. C'est pas écrit dans le livre, tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est pas écrit, c'est pas figuré dans le sens où on va le montrer, etc. Le mec arrive à rajouter des idées, à rajouter des plans, à dire je vais me mettre plus près pour créer cette tension, je vais me reculer, et mon décor, vu qu'il est stylé, je vais me mettre un peu en contre-main, machin. Tu sais, c'est des trucs qui sont dans leur tête qui font qu'ils sont différents des autres, en fait. C'est ça le vrai truc, quoi. Du coup, je te prends un peu au dépourvu, mais si tu nous fais un petit top réalisateur de ta part, t'as pas forcément un top, mais une petite liste, tu vois, un petit 5 noms, 5 noms, c'est qui? Wow, les films, je sais, les réels, je sais pas. Putain, Alors, les films, perdu, si tu hein. veux. Ouais, les films, au pire, ouais. Si vous voulez, on va sur Sens Critique, hein. J'ai mon top 10. Non, je sais que moi, mon premier film, c'était. Attends, je sais pas si tu peux le voir. Ah bah, Attends, c'est dommage. non, mais je sais pas si tu peux voir le top 10 parce que je crois que c'est. Si, bah, moi je l'ai sous les yeux, je crois. Les parapluies de Cherbourg, c'est ça? C'est ça, top 10 film. Ouais, du coup, mon film préféré, c'est Les Parapluies de Cherbourg. Suivi à discussion, hein. Donc, je conçois qu'on est. Mais moi, il me fait kiffer parce que je suis un grand passionné de musique et que c'est une belle prestation de. Ça parle d'histoire, ça parle d'un truc très trash et ça arrive à sortir une comédie musicale un peu à l'eau de rose sur un sujet très difficile qu'est la guerre d'Algérie. Je trouve ça tout à fait incroyable. Et même la façon dont Jacques Demy a repeint genre, les décors de, comment ça s'appelle, de Cherbourg pour les adapter à sa sauce, pour filmer des volets violets parce que lui, il voulait des volets violets. Tu vois, ce truc de. En fait, il a pensé son film comme un film d'animation, quoi. Il a mis ses personnages, il les a habillés de la même manière. Et il a dit, bah voilà, toi, tu vas t'habiller avec toujours les mêmes couleurs pendant tout le film. Toi aussi, tu vas t'habiller comme ça. À chaque fois que tu vas chanter, il y a le thème qui est associé à toi qui va être lancé. C'est un film d'animation, tu vois. Je kiffe ce film. Mais je comprends qu'on l'aime pas. Ah, c'est vrai, Existence en 9ème, tu vois, ça paraît que c'est pas bon. C'est pas courant, mais c'est des. Enfin, des fois, je trouve que ça fait un peu branleur mon top 10. Mais en fait, c'est toutes les gifs que je me suis pris en termes de cinéma. Non, c'est cool. Tous les films, quand je suis sorti de la séance, je me suis dit putain, que c'est ouf. Après, moi, je suis pas du tout, je juge pas du tout les goûts cinéma des autres, parce que bon, après, c'est toujours marrant d'en débattre, etc. Mais la condition dans laquelle tu regardes le film, à l'âge auquel tu le regardes, Oui, la façon dont tu le regardes, ça influe tellement sur ta vision du cinéma, c'est incroyable. J'aime pas les gens qui disent attends, tu connais pas tous les films de Scorsese et compagnie, attends, mais t'es pas un vrai cinéphile et tout. Tu te dis ouais, mais t'as le droit d'avoir des goûts différents, t'as le droit de te sentir pas forcément dans le mood pour regarder un Scorsese à ce moment-là de ta vie. Tu vois, c'est comme les albums de musique, hein. Il y a des albums qu'on réécoute en boucle qui ont 5-6 ans, parce que je pense qu'on commence à avoir l'âge à réécouter des vieux albums. Mais je pense qu'il y a des. T'aurais été dans un autre mood, tu es en train de te faire quitter par ta meuf la veille, peut-être qu'il y a un autre album que t'aurais écouté à ce moment-là, tu vois ce que je veux dire? Un nouvel album qui serait devenu ta nouvelle référence et machin.
Je pense que ta vie influe beaucoup sur tes goûts. Et ces films-là sont ceux qui m'ont le plus mis des claques quand j'ai regardé des films. Et vu que je sais que tu aimes aussi beaucoup la musique, est-ce que t'as une préférence pour un des deux mondes, c'est-à-dire plutôt le côté musical ou plutôt le côté cinématographique? Pas bien qu'il n'y ait pas besoin de faire un choix, mais c'est vraiment juste par curiosité. J'ai pas mal de potes qui se basent dans la musique. Du coup, je vois un peu le monde, c'est juste que c'est moins ragoûtant que le cinéma. Le cinéma, c'est une industrie qui a bientôt un siècle maintenant, oui, qui a plus d'un siècle, et qui raconte des choses, comment dire, qui raconte des choses, mais qui est surtout entouré de gens qui ont construit au fur et à mesure des années des bases solides de récits, de machin. Tu peux pas trop te planter en fait dans le cinéma si tu respectes un peu les règles générales de structure de film, de façon dont tu racontes les choses, etc. Et du coup, il y a des hiérarchies dans le cinéma qui sont créées, des façons de travailler, des façons de payer les gens. L'intermittence, c'est un peu issu de ça aussi. Mais il y a un truc solide, en fait, qui se rappelle vachement la société normale, parce qu'en fait, c'est ce qu'on a. On est juste une industrie du cinéma. On est une industrie avant tout. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais ça fonctionne comme une industrie, tu vois. Un plateau, quand t'as 200 mecs qui sont coordonnés et que tout le monde sait quoi faire, c'est parce qu'en fait, il y a des années d'études, tout ça fonctionne. En musique, le problème, c'est que c'est des vagues musicales qui sont comme des vagues de la mer, quoi. C'est-à-dire qu'elles s'échouent contre la plage. Il y en a qui reviennent, il y en a qui restent sur la plage, et en fait, c'est tout le temps des nouvelles personnes. Et en fait, les musiciens sont tous sans cesse en train de vouloir réinventer les règles et d'avoir ce truc de nous, on est différents, on fait pas comme les autres. Et pour travailler dedans en tant que chargé de projet, manager ou ce genre de choses, t'es souvent confronté aux tendances musicales. C'est-à-dire qu'en gros, si à 20 ans que tu avais commencé à être manager de musique et qu'aujourd'hui t'aimes pas le rap, bah t'as de grandes chances d'être sans emploi ou de gagner peu d'argent, tu vois ce que je veux dire. Et alors que dans le cinéma, quoi que tu fasses, que t'aimes pas la comédie, que t'aimes pas machin truc, tu peux toujours trouver du travail, tu vois ce que je veux dire. Et t'es payé quand même correctement, faut dire ça aussi, hein, dans le cinéma t'es quand même vachement mieux payé que dans la musique. La musique c'est des artistes qui touchent, c'est des producteurs qui touchent, mais tous les métiers qui volent autour, c'est dingue comme les gens touchent peu d'argent. Surtout en France, je pense, non? Ouais, je pense que même à l'étranger, je pense qu'il y a des droits qui sont très forts sur la musique et que le crédit accordé aux gens qui font pas cette musique-là, vu que c'est des individualités qui créent des musiques, ils touchent peu d'argent, alors que dans le cinéma, tout le monde est plus ou moins, Oui, tu vois, met plus la ou main à moins la payé, pâte. ouais. C'est-à-dire que si le mec de la déco, il est pas là, il y a pas de décor, tu vois. Oui, Le oui. son est pas là, il y a pas de son, alors que dans la musique, bon, aujourd'hui, tu peux faire ta musique dans ta chambre, le publier, machin truc, tu files 5 à 10% à ton producteur, et puis ciao, le reste, c'est pour toi, quoi. Du coup, quand tu veux vivre de ça, faut vraiment avoir un nez et bosser avec des gros artistes. Les places sont chères, et c'est un métier qui est hyper changeant, quoi, faut dire la vérité, hein. Si t'es assis artiste et que, en fait, le mec marche plus, bah, en fait, tu retournes à la case départ, ou alors on te replace sur un truc, mais c'est peut-être pas ton genre, mais machin, tu vois ce que je veux dire. Je trouve que c'est hyper compliqué comme idée. C'est vraiment très compliqué. Et Voilà. toi, musicalement, c'est quoi ton top album ou les trucs comme ça, ce que tu as écouté? C'est super dur, je sais pas, c'est encore pire. Non, j'écoute plein de trucs, j'écoute pas tout, mais j'écoute plein de trucs. Après, je suis un enfant de l'électro. J'ai grandi avec la musique électronique. Ça a été mon kiff pendant une grande partie de ma vie, donc j'aime bien les trucs un peu novateurs. Mais en ce moment, je te dirais que je pense à Bon Iver. Je sais pas, qu'est-ce que j'écoute beaucoup en ce moment? Puma Blue, des choses. J'écoute plein de choses. J'écoute vraiment beaucoup de choses. Le D'accord, rap, ok. ça commence un peu à me saouler. Je l'avoue. Ouais, mais j'ai vu que t'as bossé pour PNL, non? Ouais, j'ai rencontré les PNL. Ah, ça c'est cool, ouais, raconte. Le clip est pas. J'ai fait à l'ammoniaque avec eux. Ouais, bah il est super cool. C'est Kim Chapiron qui l'a réalisé, je crois, Ouais. le clip là, ouais. C'est Kim Chapiron qui l'a réalisé. Mais il est super cool, enfin j'aime bien le clip là. Ouais, ouais, il est stylé. Du coup, je les ai rencontrés et c'est une rencontre, quoi. C'est deux personnages et tout. Mais c'est des mecs adorables. Ils sont vraiment incroyablement gentils. Et j'ai passé un putain de moment avec eux. Je les ai pas beaucoup vus parce que je suis en post-prod. Que moi, après le tournage, les mecs, ils passent toutes les 4 semaines, etc. Mais du coup, ouais, c'était vraiment une grosse expérience de les rencontrer. J'étais trop fier de faire ce projet. D'être dans la confidence pendant 3 mois sur PNL fait son retour, sur À l'ammoniaque. J'étais trop content. ça m'a tellement pesé toi, pour en parler à mes potes, mais bref. Mais c'était très cool à tel point que à la fin de la première réunion de présentation, j'ai été voir Nabil, donc le plus jeune des deux, et je me suis senti obligé d'aller lui dire mec, je ponce tes albums. C'est la première fois que je bosse avec un artiste que j'écoute autant, parce qu'il faut dire la vérité, hein, tu ne bosses pas tous les jours avec des artistes que tu écoutes autant. Je lui ai dit ça, et il m'a dit ah putain merci, ça me fait plaisir. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui kiffe notre travail.
Et il a enchaîné en me disant, ah, tu nous as vu à Bercy? Je dis oui. Il m'a dit, ouais, quelle date? Donc je dis la deuxième. Il dit, ah putain, je suis vraiment désolé et tout. Je dis, bah pourquoi? Il me dit, franchement, la première était vraiment mieux. Je suis désolé pour toi que t'aies vu la deuxième. On n'était pas ouf, machin. Franchement, j'aurais préféré que t'aurais été à la première et tout. Je pense que t'aurais plus kiffé, machin. Et je suis parti là-dessus. Et je me suis dit, putain, le mec a quand même le cœur sur la main. Ils étaient vraiment tous les deux hyper cool. Ils sont venus avec des pitchs à 16h avec le goûter en mode c'est parti, quoi, tu vois, genre vous allez faire les gars, quoi. Et c'était une expérience complètement hallucinante. Mais ils sont adorables. C'est vraiment des mecs trop cool. Ils ont du caractère, ils savent ce qu'ils veulent, mais c'est des mecs vraiment très cool. Alors, bah, ça aussi, je t'avais déjà demandé la dernière fois, mais c'est toujours croustillant à savoir. Des rencontres assez insolites depuis, ou dès qu'ils t'ont vraiment marqué, des petites anecdotes, des petites choses un peu behind the scene, quoi. Bah, j'ai eu la chance de bosser avec des réalisateurs cool, par chance. Hein, faut pas oublier ça, c'est surtout de la chance. De se passer au bon endroit au bon moment, c'est souvent de la chance. Mais j'ai travaillé avec Romain Gavras, j'ai fait Le Mot est à toi avec lui, ouais. Et c'était vraiment très cool, c'était vraiment très très chouette. Et sinon, j'ai fait un film J'étais dans une boîte au tout début quand j'ai commencé à travailler qui s'appelait Partisan, c'était mon premier travail. Dans la partie de la post-prod qui s'appelle Royal Post. Et c'est la boîte de réalisation de Michel Gondry, donc j'ai bossé sur Microbe et Gasoil avec lui, qui est pas considéré comme son meilleur film, mais moi j'étais très content de bosser avec lui. Et du coup, j'étais sur le tournage, j'étais Rocheman, en fait, c'était mon tout premier job dans la post-production. C'est-à-dire qu'en fait, je devais aller en Belgique tous les jours, récupérer les rushs de la journée, les ramener le soir à Paris, puis ça traiter, encoder, et ensuite regarder par le réalisateur depuis chez lui, son hôtel, etc., et qu'on puisse les commenter, etc. C'est tout un circuit en fait que je faisais tous les jours, de partir à Bruxelles et de revenir le soir. Et du coup, bah, j'ai rencontré Rupert Grint. J'étais donc Ron de Harry Potter. Je veux dire, c'est mon premier stage. C'est la première fois que j'ai travaillé. Hein. Et je me suis retrouvé donc devant le décor. J'attendais dehors parce que voilà, quand tu travailles pas, c'est vraiment très long d'attendre. T'attends 4-5 heures à rien faire. Donc au début, je regarde le set, c'est marrant. Tu vois deux prises, c'est marrant. Puis au bout de la quinzaine, tu dis bon, je vais prendre l'air. Je suis sorti dehors et en fait, il y a un mec qui arrive à côté de moi en costume. Donc je regarde pas trop, je vois que c'est un figurant. Je dis ok. Et il parle en anglais. Il me demande si c'est du feu. Je tourne la tête, je lui réponds que non et je me rends compte que c'est Rupert Grint. Et du coup, en fait, il a fumé une clope à côté de moi, on a discuté pendant 5 minutes. Il m'a dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là et tout, mais c'était une discussion stupide. Mais moi, j'étais aux anges, mec. Le soir, tu rentres, t'as passé ta journée avec Ron de Harry Potter, tu le dis à tous tes potes, franchement, j'étais sur un nuage, quoi. T'as un truc de ouf. Et 2 semaines après, il tournait une scène où il prenait de la cocaïne sur un pare-choc. Et en fait, il y avait plein de gamins qui étaient là parce que Rupert Grint, c'était encore pas très loin après Harry Potter. Ouais. Et du coup, il y avait plein de gamins qui voulaient prendre des photos avec lui et tout pendant qu'il tapait sa trace sur le pare-choc de la bagnole pour le film, quoi. Et du coup, t'es en mode putain, mais la scène, elle est incroyable, quoi. Et des gamines qui faisaient la queue avec des trucs pour des autographes. Et tu vois ton acteur qui est en train de taper sur un capot, tout va bien. On a parlé donc de tes films préférés, un peu de musique aussi. Les livres, les mangas, c'est des choses qui ont influé sur ton travail, sur ta personnalité, ou que ça reste plutôt quand même audiovisuel? Bah, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'animation, c'est un truc, un monde à part où tu peux créer ce que tu veux avec le même budget que n'importe quoi. Du coup, franchement, j'ai une passion pour les dessins animés, que ce soit des longs métrages ou des dessins animés classiques. Ça veut pas dire que j'en consomme beaucoup parce que je veux dire, les mangas, les shonen, c'est cool, hein, mais c'est toujours un peu le même schéma qui se répète à l'infini. Et ça prend du temps, etc. Et moi, je suis pas très série, du coup. Je préfère le cinéma, le vrai, pour faire chier les gens. Mais j'aime beaucoup ça. Je suis un grand fan de Cowboy Bebop, par exemple, que je pense est une des œuvres qui exprime le mieux le fait de raconter des histoires incroyables avec le même budget que n'importe quoi. En fait, tu vois, dessiner des vaisseaux, ça coûte pas plus cher que dessiner un décor de ville. C'est ouf. Le mec a réussi à créer une histoire aussi incroyable avec des storylines aussi incroyables. Enfin bref, je suis en totale admiration devant Cowboy Bebop depuis que je suis jeune. Mais l'animation en général, même Adventure Time, sur une autre échelle, c'est quand même hyper créatif. Tu peux réaliser des trucs visuels, raconter des histoires complètement folles avec quelques coups de crayon. Je suis passionné de l'animation de manière générale. Et je pense que c'est un truc que je perdrai pas et que je veille à ne pas perdre parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en grandissant, trouvent que regarder des dessins animés c'est stupide, même si c'est de moins en moins le cas. Il y a quand même des gens, tu vois, qui comprennent pas que tu regardes un dessin animé le soir en rentrant chez toi parce qu'ils trouvent ça stupide, tu vois. Et c'est hyper dommage parce que je pense qu'il y a des œuvres cinématographiques qui sont à couper le souffle et qui arrivent parfois pas à la cheville de quasiment 80% de ce qui se passe dans les salles de cinéma en ce moment, quoi. Il y a un truc que j'ai vu dans ton profil Sens Critique, je suis obligé aussi de poser la question. J'ai vu que tu avais mis en envie Doro et Doro. Tu l'as regardé?
Attends, en envie, attends, je vais regarder. Bah, c'est en envie, je l'ai pas encore vu, donc je peux pas t'en parler. En plus, c'est local, c'est sur Netflix. Là. Attends, c'est quoi? Ça vient de sortir. Doro et Ah, Doro, non, je l'ai pas vu, j'ai envie de le voir. Le manga, il est Cool. bien. Ah ouais. C'est vrai? Ouais, Ouais, c'est cool. Du coup, je sais pas ce que donne l'adaptation, mais le manga, franchement, bah, comme tu dis, il y a de l'idée. Il y a de l'idée, clairement. Bah, du coup, vous avez vu sur ma photo de profil, hein, c'est moi Berserk, c'est un truc qui a changé ma vie aussi. Je me suis mis il y a pas très longtemps, je me suis mis un an et demi. Mais juste, ça a changé ma vie, quoi. Je termine de. Non, non, j'ai découvert Hyper Hunter. Mais j'ai kiffé, c'est pareil, Hunter x Hunter, j'ai commencé cette année. J'ai des mangas auxquels je passe à travers, je sais pas pourquoi, enfin, je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Mais du coup, j'ai commencé cette année et je connaissais pas. Et c'était cool. Et j'ai un pote, un très bon pote à moi, il m'a dit putain, mais mec, je paierais tellement cher pour être à ta place et redécouvrir ça, quoi. Ah, ouais, c'est clair, c'est clair. J'avoue, moi aussi, quand j'ai lu Berserk la première fois, tu te prends une de ces claques. Ah ouais, de ouf. De ouf, c'est incroyable. C'est une œuvre incroyable. C'est ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est que moi, dans le truc de l'école de cinéma, c'est la culture qu'on essaie de t'inculquer pendant toutes ces années d'études. Il y a des gens qui prennent ça pour un pied de biche, pour te faire accepter que le film en noir et blanc, c'est trop bien, etc. T'as des discussions entre les classes où les gens te disent, ouais, j'exagère, Tarantino, c'est un exemple. Hein, j'ai rien contre Tarantino, mais les gens te disent Tarantino, c'est le meilleur réalisateur du monde. En vrai, je pense que ce qui fait de toi quelqu'un de différent et qui peut raconter un truc qui est cool dans ta vie, même au quotidien, tu vois, même dans tes intuitions, ta façon de voir le monde, etc. C'est de justement pas suivre ces tendances-là, quoi. Il y a suffisamment de films pour te créer toi-même ta propre culture et sortir des références que des gens n'ont peut-être pas vues, mais si tu le kiffes, en fait, ça fait quoi, tu vois? Si t'as un film à petit budget qui t'a fait voyager pendant 1 heure et demie, ça change rien à ta culture. Si c'est quand même un film que tu kiffes et t'as le droit de t'en vanter, tu vois. C'est hyper important. Et moi, j'ai eu pas mal de réflexions sur ah ouais, tu connais pas cette œuvre-là, c'est un grand classique, etc. Mais je pense que tu sais, c'est comme la littérature, il faut y aller en fonction de tes envies et pas en fonction des obligations culturelles de la société, quoi. On arrive à un moment où tu peux pas tout voir, c'est pas possible. Donc forcément, des choses que tu vas manquer, c'est pas un problème. Le grand truc des pros de ciné, te faire culpabiliser parce que t'as pas vu un chef-d'œuvre du 7e art alors qu'il y a 40 nouveaux films toutes les semaines qui sont en salle, quoi. C'est ouf. Si je peux te glisser un petit manga aussi à lire qui m'a mis une sacrée claque, c'est Blade. Je sais pas si tu connais. Ah putain, je crois qu'il est dans ma to-do list de livres. Ah ouais. Bon, il est pas sur son critique, mais je vais regarder après, je te dirai. Mais ouais, je crois que je l'ai noté. Je vais regarder, je te dirai. Je sais que t'as de bons conseils. Bah, pas surtout, mais là-dessus, on me l'a conseillé et c'est vrai que pareil, la même claque que Berserk. Donc, ouais. Ah ouais? Oui, Ah bah ouais. voilà. J'ai envie d'entendre. Allez, j'en ai peut-être une dernière qui peut être intéressante, puisque bah, après ça n'engage pas, c'est notre point de vue entre nous, mais comme on l'a dit, les cinémas sont plutôt en difficulté en ce moment. Est-ce que tu vois à terme vraiment une disparition des salles avec peut-être quelques petits cinémas d'arrêt d'essai qui arriveraient à survivre et vraiment une concentration sur les services de VOD où tu vois quand même les gros groupes résister sur la durée comme Gaumont, Cinépolis, VGC ou tous les autres. Bah, c'est une super question. C'est hyper compliqué parce que c'est vrai que bah, les clients qui ont rattrapé toute cette crise du Covid, c'est quand même Netflix et Amazon. C'est quand même cool que tu vois, ils étaient là pour récupérer des productions en cours, etc. Des choses. Ouais, parce que du coup, tous les distributeurs, je pense, sont plus ou moins écartés de tous les projets qu'ils avaient en cours à cause du Covid, sachant qu'ils n'avaient pas à avoir la possibilité de les exploiter. Et Netflix a dû faire son marché là-dedans, et je pense qu'ils ont sauvé quand même quelques projets. Après, tu vois, c'est une histoire des GAFA, hein, c'est de savoir est-ce que c'est bien ou pas d'avoir des sociétés qui fonctionnent pas réellement en France, etc., qui font de l'argent sans être là. Mais quand tu vois que les mecs derrière, je crois qu'ils ont quoi? Ils font 10 milliards de chiffre d'affaires? Non, je crois qu'ils font plus. Netflix? Ouais, je crois qu'ils ont un chiffre d'affaires, mais démentiel. C'est largement faisable, ouais. En fait, tu te rends compte que ils peuvent complètement abreuver l'argent qu'on met dans les films en France et qu'ils peuvent l'abreuver sur une année juste en faisant ça. Je te dis en fait, pourquoi pas? Mais d'un côté, ça veut dire que c'est une seule et même personne qui décide si ton film est bien, s'il peut être diffusé, etc. Ce qui est bien avec les multidiffuseurs qu'on a en France, comme UGC, Gaumont, Pathé, etc. Ils choisissent, tu vois, en fonction de leur goût et des gens dans la salle. Netflix, en fait, ils t'imposent des idées, c'est un peu ça le problème. Mais dans l'idée, je pense qu'il n'y a rien qui peut remplacer l'expérience du cinéma. Ouais, la salle, quand même. Pour toi, c'est quelque chose de réel. Il y a quand même une vraie expérience. Ça, c'est pas pareil. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à penser ça, malheureusement. Parce que là, on parle d'une émission sur le cinéma, etc. Vous êtes des cinéphiles, vous avez des références, etc. Et vous savez ce que c'est que regarder un film au cinéma. Mais il y a beaucoup de gens... Non, mais non, il y a pas de sous-expert. Il y a pas de sous-expert. Une fois que tu as vu des films, tu peux en parler comme tout le monde. Et je pense que quand tu vas dans une salle de cinéma et que tu kiffes le cinéma, tu te prends un truc dans la gueule que tu peux te prendre dans ton salon. À moins de mettre beaucoup d'argent à l'intérieur. Mais le fait de te déplacer,
de marcher vers la salle de cinéma, de penser au film auquel tu vas voir, de penser au scénario, d'appréhender le truc, de t'asseoir dedans, de te mettre en condition pour regarder un film, c'est inégalable et c'est irremplaçable. Après, ce sera peut-être un truc destiné aux cinéphiles, ce sera peut-être moins du tout commun, parce que je pense que déjà les fréquentations elles ont baissé à cause de Netflix. Mais c'est un truc qui existera toujours. Enfin, vous et moi, si demain on nous propose d'aller voir Alien au cinéma, je pense qu'on ira tous, quoi. Moi, je suis chaud. Ouais. Ouais. De toute façon, Interstellar en IMAX ou Mad Max en IMAX, je suis prêt à mettre 50 balles pour y aller. Ok, d'accord. Moi j'ai fait la 4DX il y a pas longtemps, j'ai vu Tenet en 4DX, sans faire exprès. Et c'était une expérience très compliquée. C'est-à-dire ton siège bouge, t'as de lire des sous-titres qui sont déjà très compliqués sans bouger. C'était une expérience très compliquée pour moi. Et au final, tu as trouvé ça plutôt agréable ou... Ouais, j'ai trouvé ça hyper cool. C'est le genre de film que j'adore, moi. C'est ce que j'appelle des œuvres, enfin, ce que j'appelle non, ce qu'on appelle des œuvres d'art total. C'est des trucs où en fait tu peux retourner le truc dans tous les sens, ça fonctionne, tu vois. Genre Star Wars, tu fonctionnes dans tous les sens. Le fait qu'ils ont des speeders qui volent sur du sol, etc. Ça fonctionne et t'es net. Le mec, ce qui te diffuse dans 2h30, ça tient debout. Après, t'as le droit d'y croire ou pas, ce qui est la vraie question et qui divise le plus de monde. Mais ça n'empêche que si t'as envie d'y croire, tu peux y croire et tu te dis putain, le mec a réussi à créer un univers trop stylé. Tu avais apprécié Avatar à l'époque? Moyennement. J'ai l'impression d'avoir vu ce film 100 fois, en fait. Et d'un point de vue technique Ah ouais, c'était stylé. Non, ça c'était grave stylé. Pour les blagues, c'était chambé. C'était hyper beau, mais le scénario, il m'a sorti du truc, quoi. Tu penses que pour les volets qui vont suivre, ça va être une claque graphique, il va tout casser Patrick Cameron ou pas? Alors, honnêtement, pour que Disney, ils aient lancé la fabrication des parcs Avatar, tu sais, des nouveaux espaces Disney Avatar, c'est que les mecs, ils doivent avoir des scénarios hyper béton. Je pense pas qu'ils vont faire que du Pandora, les humains nous attaquent ou quoi. Je pense qu'il va y avoir un vrai truc. Peut-être dans d'autres planètes, d'autres espèces, d'autres... Ouais. Oh là là, oh là là. Franchement, s'ils le font, ou je sais pas, qu'ils arrivent à se baser sur d'autres terres, qui rencontrent des nouvelles civilisations, mais ils doivent être très sécures sur leur scénario pour faire autant d'avatars de suite, là. Parce que vous en pensez, Il y en a combien de prévus de nouveau? Il y en a 4. Ouais, 4 à faire, donc en gros, il y en a 5. Okay. Ouais. Ah putain, ouais, d'accord. Ouais, non, ouais, je pense, ouais. À mon avis, ouais, ils ont dû prévoir un truc. Ouais, franchement, je sais pas, il y a une série super cool, je sais pas si vous l'avez vu, Imaginaire sur Disney. Ouais. C'est une série hyper cool, et tu vois à la fin, quand ils commencent à parler du parc Avatar, les mecs, ils ont quand même investi des millions parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire, les mecs. Enfin, venant de Disney, je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Ouais, mais après, enfin, je dis pas ça, moi j'ai apprécié par exemple la post-logie Star Wars, mais quand on voit ce que ça a été la post-logie avec Disney, enfin la réception critique qu'elle a eu des fans, tu penses pas que ça va être à peu près la même chose avec Avatar? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, après, il n'y a pas de fans hardcore de Avatar. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Après, Star Wars, je pense que je pense que c'est les fans qui ont aussi participé à la destruction de ce film. Tu vois, Disney, je pense que ça leur venait même pas à l'esprit de faire une série qui ne parlait pas. Après, pour moi, les deux sont fautifs un peu. Il y a eu une petite, même si j'ai bien aimé les 3 derniers films, je trouve qu'il y avait quand même une petite fainéantise artistique dans tout ce qui est le scénario et tout, par rapport à la période où ça se passe et puis les ennemis et tout. Mais après, c'est vrai que les fans, parfois. Je suis d'accord, mais je pense que Disney a été tellement sous pression à l'idée de pas mettre les Skywalker je suis d'accord, dans la trilogie numéro 3, du coup, que les mecs les ont obligés à les mettre. Du coup, ils ont peut-être cherché des raccords, de coudre des trucs. Ils ont perdu un réalisateur en cours de route sur le deuxième. Du coup, ils ont dû repenser la trilogie et changer d'histoire en cours de route. Disney, honnêtement, je pense qu'on peut beaucoup leur en vouloir sur l'affectisation. Mais en termes de créativité, je pense que tous les scénaristes qui bossent là-bas, c'est des mecs qui fait bosser sur Star Wars et qui ont fait ce qu'ils ont pu dans les règles qu'ils ont eues. Et de voir, moi, derrière, Lucas qui désavoue la trilogie en disant que c'est de la merde, d'avoir fait des producteurs, qu'il a ses billes dedans, etc. Moi, je trouve que c'est un peu un move de lâche, dans le sens où, en fait, mec, t'aurais pu mettre les mains dedans et faire un truc correct. Il aurait pu le faire lui, quoi. Et puis... Il y a tellement d'histoires antérieures aux trilogies Star Wars qui sont incroyables, qui se sont racontées dans les jeux vidéo, dans Star Wars The Republic, dans The Last Jedi, dans les BD, dans la résurrection de Dark Maul, etc. Rogue One, c'est une claque. Mandalorian, c'est quand même hyper stylé. Tu vois, tu te dis, putain, les gars, il y a quand même qu'à raconter dans plein d'époques différentes. Vous choisissez de faire ça après les Skywalker, de refaire la même chose. Moi, je pense qu'il y a un petit côté paralysie de pas faire entrer des fans. Mais totalement. Puis de toute façon, on le voit aussi que sur Mandalorian, au final, ça reste Disney et c'est quand même réussi. Ouais, de ouf. C'était archi bien. Enfin, moi, il m'aurait fait des films d'action sur Mandalorian, j'aurais acheté, quoi. J'aurais acheté 3 fois. D'ailleurs, j'achète Disney+, pour regarder Mandalorian. Ça vient jamais des clients, je pense, ce truc-là. C'est souvent la peur de pas plaire à ton public.
Ce qui fait que t'as des pubs moches à la télé qui se ressemblent toutes. Le fait que des films soient un peu aseptisés quand il y a des suites, etc. Et c'est pour ça que tu vois Fincher qui a réalisé le Alien 3 ou 4, je sais plus. 3. 3, c'est ça. Qui s'est vautré comme une merde parce que trop de pression, quoi. Parce que trop de pression des fans, parce que si tu quelqu'un, il va se prendre la sauce. Et en fait, l'acteur qui a triplé son cachet en 3 ans, il va faire plus de temps à l'écran, et du coup, c'est chiant et machin. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Après, il a pas eu de chance aussi parce que bosser directement en première expérience de réalisateur sur une saga comme Alien qui est assez prestigieuse dans l'univers de la science-fiction, enfin, je veux dire, il a vraiment pas eu de shot, quoi. Bah, fucking Kassovitz, hein. Je sais pas si vous avez vu ce reportage incroyable sur Mathieu Kassovitz qui réalise Babylon. Ah, Babylon ID, ouais. Ouais, Il est stylé. ouais, Incroyable à quel point le mec s'est fait destituer de son projet parce qu'en fait, il a pas le niveau, quoi. C'est pas un américain. C'est ouf. Ok, bah écoute, voilà, je vous remercie d'avoir pris du temps. Les amis, vous de avez rien. quelque chose? Non, bah pareil, merci pour ta sincérité. Ouais, merci pour cet entretien. Merci beaucoup, bah, merci à vous de m'avoir invité, c'était cool. J'ai passé un bon moment. Eh ben alors, mes amis, nous arrivons à court de pellicule. On se dit à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao! Ciao. Ciao.